Donc, avec nous aujourd'hui, quelqu'un qui ne mérite pas de présentation, honnêtement, quelqu'un de très connu dans ce métier, quand même, somme toute, pour ceux qui connaissent le métier, du moins. Mais on a avec nous Monsieur François Terrien qui travaille au prestigieux Royal Tyrrell Museum. Donc, bonjour François, merci beaucoup de vous joindre à nous. Aujourd'hui, c'est très apprécié. Bonjour, ça me fait plaisir. Super. Écoutez, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas un peu, pouvez-vous nous parler un peu de vous, ce que vous faites au musée, et ainsi de suite? Oui, je suis un paléontologue de vertébrés spécialisé dans les dinosaures. Mon titre officiel, c'est conservateur de paléoécologie parce que je m'intéresse plus à l'écologie, c'est-à-dire les interactions entre les animaux, leur comportement et puis les environnements dans lesquels ils vivaient, tandis que d'autres s'intéressent peut-être un petit peu plus sur la taxonomie, c'est-à-dire donner des nouveaux noms à des espèces, étudier comment elles sont reliées, d'étudier, décrire la fine anatomie des os. Moi, ça m'intéresse pas d'étudier j'aime étudier les os, Ouais. mais pour essayer de reconstituer c'est quoi le comportement de ces animaux-là, de leur vivant, pas juste de décrire, c'est Ouais. ça, des petits détails des os. Donc, beaucoup l'aspect écosystème, puis vraiment comportemental, plus que le côté anatomique, ce qui les composait, et ainsi de suite, ce qui faisait leur différence morphologique au final. En plein ça. Super. Puis là, pour commencer de prime abord, je voulais savoir votre intérêt pour, intérêt slash passion pour les dinosaures. Comment c'est venu? Comment ça s'est manifesté la première fois? Oui, bien, comme pour un grand nombre de paléontologues, c'est ça, ma passion pour les dinosaures a commencé à un très jeune âge. Ici, dans l'Ouest, en Alberta, où je suis basé, ils ont la chance que les jeunes peuvent découvrir des autres dinosaures juste en allant se promener le long des rivières ou dans les Badlands. Les Badlands sont un paysage désertique avec beaucoup de gros canyons et de gros affleurements d'où proviennent les fossiles. Moi, étant originaire de la rive sud de Montréal, ça a été à travers les livres que j'ai découvert des dinosaures. Ça a été vers l'âge de 4 ans, j'ai reçu mes premiers livres sur les dinosaures de mes parents. Et puis, j'ai eu la piqûre. Je savais à cet âge-là que je voulais devenir un paléontologue et j'ai été trop têtu pour changer d'idée. Et puis maintenant, c'est ça, toutes ces années plus tard, bien, c'est ça, on peut dire que je réalise mon rêve, c'est ça, je suis un paléontologue professionnel travaillant à temps plein dans ce métier-là. Ben, c'est très cool, puis je pense que vous vivez beaucoup le rêve de plusieurs jeunes, puis je peux dire de plus vieux là aussi, si je prends mon exemple. Là. Mais à votre âge, à cet âge-là, quand vous étiez plus jeune, c'était lequel le dinosaure que vous préfériez là? Quand j'étais jeune, j'étais plus intéressé par le Triceratops. C'est le grand dinosaure à cornes, à trois cornes, avec deux cornes au-dessus des yeux, un sur le museau. Puis c'était l'ennemi juré, on peut dire, du Tyrannosaure Rex. Mais c'est ça, au fur que de ma carrière, j'ai avancé, je me suis détourné des herbivores pour me tourner plus vers les prédateurs, c'est-à-dire des dinosaures carnivores qu'on appelle des théropodes. Et puis ici en Alberta ou au Canada, on est très chanceux. On est un des meilleurs endroits où on peut découvrir des fossiles et des squelettes de tyrannosaures. Alors, il y a une bonne partie de ma recherche maintenant qui se focus plus sur les tyrannosaures, même si je pense qu'ils sont un petit peu trop surexposés, peut-être. Ouais. C'est facile c'est ça, de dire être fasciné par les tyrannosaures, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur les tyrannosaures. Ce sont des animaux très fascinants. Ah, en effet, je suis très d'accord. Puis là, vous disiez que dans le coin où ce que vous êtes en Alberta, c'est un des coins qui est reconnu pour avoir beaucoup de fossiles de tyrannosaures. Est-ce que c'est plusieurs espèces de tyrannosaures ou c'est vraiment une plus en particulier? Oui, l'Alberta est dans le top 5 des meilleurs endroits au monde où on peut Oh, quand découvrir même. des fossiles de dinosaures. Donc, on est réellement choyé ici dans l'Ouest canadien d'avoir tellement de fossiles. Et puis, je crois, au dernier compte, on était rendu, c'est-tu, à 5 ou 6 différentes espèces de tyrannosaures de nommés, de Ah connus ouais? ici en Alberta. Il y a d'autres fossiles, d'autres période qu'on sait qu'il y avait d'autres tyrannosaures, mais malheureusement, les fossiles ne sont pas assez complets pour qu'on puisse réellement décrire une nouvelle espèce. Ok. Mais des espèces bien connues, on en a 5 espèces présentement nommées ici en Alberta. Je crois que c'est parmi le plus haut score pour un pays, ou Ouais. bien, si on veut dire pour un État. On est réellement, je crois, le plus élevé au monde, l'endroit au monde où on a le plus de tyrannosaures de connus pour un endroit donné. C'est quand même très impressionnant. Puis
Là, on parlait un peu de tout ce qui est enfance. Je suis curieux, qu'est-ce qui a vraiment l'élément marquant qui a fait que vous avez vraiment voulu accentuer cette carrière-là en paléontologie? Là, on parlait, tu sais, le livre que vos parents vous ont donné. Y a-t-il un élément qui a vraiment, genre, cimenté ce besoin-là d'aller en paléontologie? Je pense que les illustrations, en fait, ont joué un grand rôle. Quand j'étais jeune, c'était plus des dessins, Ouais. je révélerai pas mon âge, mais disons que c'était des dessins faits à la main. Et puis, ça a été quand j'ai commencé, je me souviens, en première année. Ça a été un moment charnière, qu'on peut dire. J'étais en première année, c'était le moment de la récréation. Je suis allé poser une question à ma professeure. Elle dit, François, t'as de l'air pâle un peu. Je dis, non, je suis correct. Elle dit, pourquoi tu vas pas à la bibliothèque plutôt qu'aller jouer à la récréation? Je dis, oui, c'est ça que je joue à la bibliothèque. Puis c'est là que j'ai trouvé sur la tablette un livre de dinosaures, sur les dinosaures. Puis là, il y avait réellement des peintures, des illustrations qui étaient tellement réalistes que c'est là que je me suis rendu compte, OK, les dinosaures, c'était réellement des animaux vivants à une époque du passé. Et puis c'est là que je me suis dit, OK, à cause de ces livres-là, avec toutes les images, c'est là que j'ai réellement été convaincu que c'était ce sur quoi je voulais faire travailler dans le futur. C'est quand même très cool. Puis je pense qu'on a tous commencé un peu vers ça. Tu sais, le monde plus de ma génération, disons, tu sais, veut pas, je suis né directement pendant l'année de Jurassic Park. Fait que je pense que la nouvelle génération de paléontologues a beaucoup été basée sur ça, là. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que dans le temps, les médias, c'était beaucoup plus des livres, ainsi de suite. Puis honnêtement, pour l'époque, il y en avait tellement, là. Il y en avait vraiment. Y en a-tu un en particulier qui vous a plus marqué en termes de livres? Je me rappelle plus du titre. C'était un livre de Larousse, La vie illustrée des dinosaures, si je me rappelle. J'ai OK? été capable d'en trouver une copie et de m'en acheter une, même si ça fait longtemps que c'est plus Ah ouais? en presse. J'en suis trouvé une. J'ai dû la faire venir de France parce que c'était un livre français. Donc, c'est ça, ça a été celui-là que j'ai. Mais comme tu mentionnais, c'est ça. On est présentement les étudiants qui étudient la paléontologie présentement font partie de ce que j'appelle la génération Parc Jurassique. Eux, ils n'ont pas connu une période où il n'y avait pas de film Parc Ouais. Jurassique. C'est eux, leur introduction aux dinosaures, ça a été surtout à partir des films. Et puis ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé mon baccalauréat. Déjà, je savais que je me dirigeais vers la paléontologie. Le Parc Jurassique est sorti en 93. C'est que je finissais mon cégep et j'allais commencer OK. le bac à l'université. Donc, c'est ça. J'étais déjà en route En route, ouais. pour la paléontologie, mais ça, tous ceux qui sont venus par la suite, c'est ça, ils peuvent dire que Paris Jurassique a joué un rôle dans leur choix de carrière. Je peux le dire parce que j'ai vraiment été fondé par ça, là. Puis on parlait d'études. C'est quoi, en gros, là, vite fait, les études nécessaires pour devenir un paléontologue? Bien, c'est une science, donc il faut réellement aimer l'école, il faut être bon à l'école et aimer les sciences. Donc, c'est ça, il faut se rendre à terminer son secondaire. Et puis après ça, faut aller à l'université afin de combler tous les manques et faire son éducation en sciences. La paléontologie est réellement la croisée entre deux sciences, la biologie, qui est l'étude des organismes vivants, et la géologie, qui est l'étude de l'histoire de la Terre. Donc, il faut réellement apprendre un peu des deux domaines afin de réellement avoir une bonne fondation et de devenir un bon paléontologue. Donc, ça requiert, après avoir fini son secondaire 5, ça requiert 2 ans de cégep en sciences. Ensuite de ça, au bac, on peut aller soit en biologie ou en géologie, mais bien souvent, il va falloir prendre des cours dans les deux domaines afin de pouvoir avoir le bon fond pour s'aventurer en paléontologie. Après ça, il faut poursuivre des études graduées, c'est-à-dire qu'il faut faire une maîtrise. Habituellement, c'est là on prend encore des cours, mais c'est là qu'on sort du mode étudiant qui est juste absorber, mémoriser de l'information pour le remettre sur un examen. Et là, Ouais. commencer à se poser des questions et à faire de la recherche soi-même pour devenir réellement un chercheur et ne plus être un étudiant. Donc, c'est une maîtrise, habituellement, c'est 2 à 3 ans. Ensuite de ça, on fait un doctorat, c'est-à-dire, ça, on spécialise encore plus, on apprend encore plus sur le domaine. On fait réellement maintenant une recherche qui est réellement une avancée de la science, qui fait avancer la science avec des nouvelles découvertes qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, ça, habituellement, c'est entre 3 et 5 ans.
Puis de nos jours, maintenant, il y a tellement de gens qui veulent aller en paléontologie que anciennement, probablement, on était capable de se trouver un emploi après avoir fini un doctorat. Mais je dirais à partir du moment où moi j'ai débuté, peut-être même plusieurs années avant moi, il fallait faire une étape supplémentaire qu'on appelle un post-doctorat, ce qui est l'équivalent d'un stage, si on veut. On ne prend plus de cours, mais on va travailler avec un chercheur bien établi pour apprendre plus de techniques et puis augmenter notre registre de publications scientifiques qui est très important parce qu'en tant que chercheur, il faut faire de la recherche, mais aussi il faut le publier et le partager avec la communauté scientifique et avec le public. Donc, c'est ça qui est très important du point de vue recherche, c'est réellement de publier ses résultats. Alors, un postdoc, habituellement, il faut en faire au moins un. Parfois, si on n'est pas chanceux, on doit en faire plusieurs avant qu'éventuellement on puisse se trouver un emploi. Donc, on parle quelque part entre 9 et 12 ans d'études postsecondaires avant d'arriver au stade postdoctorat. Et puis là, ça dépend. Un postdoc, habituellement, c'est 2 à 3 ans. Mais c'est ça, habituellement, on doit en faire quelques-uns avant de se dénicher un poste. C'est quand même des bonnes études, mais tu sais, je veux dire, dans un milieu comme ça, est-ce que c'est quand même contingenté, la Ah oui. paléontologie? Ouais. Oui, oui, il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois. Surtout de nos jours, il y a une étude qui a été publiée dernièrement qui montre que le nombre d'étudiants voulant devenir paléontologue est en montée fulgurante, mais le nombre de positions, habituellement, on emploie des paléontologues soit à une université ou soit à un musée, comme moi. Puis le nombre, c'est ça, de positions ou de paléontologues est en chute maintenant. Les universités ne remplacent pas leurs paléontologues Ouais. qui prennent leur retraite. Donc, il y a un nombre décroissant de positions disponibles. Ça, c'est à grandeur de l'Amérique du Nord. J'ai des collègues européens qui disent que c'est la même chose là-bas. Donc, c'est ça, là, on en revient qu'on est vraiment dans un rétrécissement des possibilités, qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui veulent Ouais. devenir paléontologues pour le nombre de positions qui est disponible. Donc, il faut réellement, maintenant, plus que jamais, il faut réellement penser à un plan B, savoir, OK, quelles tâches ou quelles habiletés je peux apprendre au cours de mes études qui pourraient être transférées pour un emploi dans un autre domaine. Parce que si on dit, je m'en vais juste en paléontologie Ouais. et je me prépare pour rien d'autre, eh bien, si tu es chanceux, c'est tant mieux, tu vas pouvoir être bien formé. Mais comme j'ai dit, ça, il y a beaucoup plus d'étudiants que de positions disponibles. Donc, il faut réellement avoir un plan B, sinon on peut avoir de mauvaises surprises. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de voir les. Tu sais, puis il y a plein d'autres branches. Je veux pas la paléontologie, tu sais, je veux pas préparation de fossiles, le paléobotanisme aussi, tout ce qui est comme plus Ouais. environnemental. C'est sûr que Mais c'est ça peut ça, la aider. paléontologie, c'est un grand domaine. C'est pas juste les dinosaures, c'est Ouais. toutes les formes de vie. Donc, il va y avoir des paléontologues pour étudier les plantes, les mammifères, les amphibiens, les lézards, et même parmi ces groupes-là, certains vont se spécialiser sur certains groupes de dinosaures. Comme j'ai Ouais, un collègue exactement. qui, lui, il étudie juste les tyrannosaures et rien d'autre. Donc, Ok. c'est ça, on peut se spécialiser. Mais en même temps, c'est ça, il faut se tenir ouvert, se trouver des positions. Et puis, ceux qui sont intéressés à nettoyer des fossiles, ce qu'on appelle faire de la préparation. Alors là, il n'y a pas besoin d'aller à l'université du tout. Ouais. Il n'y a pas réellement d'études pour devenir un préparateur de fossiles, quelqu'un qui nettoie les fossiles. Il s'agit juste de se porter volontaire à un laboratoire, dire je veux venir préparer, nettoyer des fossiles de temps en temps. On vous apprend les Ah techniques. ouais. Et puis, vous êtes engagé pour aller faire des fouilles sur le terrain, nettoyer des fossiles. Vous ne ferez pas nécessairement de recherche, mais vous Ouais. allez être impliqué dans le grand domaine de la paléontologie. Ok, mais je savais pas qu'il n'y avait pas d'études à proprement dit pour ça. C'est vraiment Non, plus le côté technique de comment reconnaître l'os de la roche, puis oui, vraiment ça, c'est savoir toutes comment. des affaires qu'on apprend avec de l'expérience, en fait. Ça Ah ouais, aller ça je le se savais pas porter par exemple. volontaire à l'université, puis c'est ça. Au fil des années, il y a plusieurs techniciens qui acquièrent beaucoup de connaissances, qui sont capables de reconnaître un fragment d'os en deux Ouais. secondes, tandis que moi, il faut que j'aille passer des heures dans des collections pour essayer de faire des comparaisons parce qu'ils ont tellement vu de fossiles. Donc, Ouais. c'est ça, on vient avec une bonne connaissance au fil des années, mais c'est ça, il n'y a pas réellement de formation spécifique pour devenir un technicien de préparation qu'on appelle.
Ah, c'est quand même très intéressant. Je savais pas ce détail-là. Je voulais savoir, vous, là, justement, un jeune homme, comme on a dit, de Rive-Sud de Montréal, comment vous avez fait dans tout ce parcours-là pour avoir la chance d'être pris à l'un des plus gros musées au monde, on va se le dire quand même, en termes de dinosaures, le Royal Tyrrell Museum? Comment la progression s'est faite pour se rendre jusque-là? Puis j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal. À l'époque, il y avait un département de géologie. Maintenant, il est disparu depuis quelques décennies. Mais c'est ça. Mais quand est venu de faire le moment de choisir un endroit pour faire ma maîtrise, il n'y avait pas réellement de site au Québec où je pouvais étudier la maîtrise. Il y avait l'Université McGill, mais le paléontologue à l'époque étudiait des animaux qui ne m'intéressaient pas réellement, des animaux du paléozoïque, plus Ouais. des genres amphibiens et reptiles très primitifs. Alors, j'ai parlé à mon superviseur, qui est un de mes professeurs à l'Université de Montréal, et il y avait un collègue aux États-Unis qui connaissait quelqu'un qui était un paléontologue qui étudiait les dinosaures, mais plus du point de vue écologie. OK. Alors, moi, je n'avais pas réellement d'alternative. Je me suis dit, OK, j'ai essayé aussi d'appliquer à quelques universités ici au Canada, mais c'était plus à l'Université du Rhode Island qui m'intéressait le plus. OK. Alors, je suis allé passer 2 années là-bas. Ensuite, mon superviseur au Rhode Island avait un autre collègue à l'Université Johns Hopkins à Baltimore qui, lui, étudiait plus la biologie des animaux. Alors, je suis allé faire mon doctorat là-bas. Et après ça, c'est ça, j'ai appliqué pour faire des post-doctorats. J'avais le choix soit de rester à Washington, D.C. pour faire des études ou venir ici dans l'Ouest américain. J'avais obtenu une bourse pour venir faire, dans l'Ouest canadien, c'est-à-dire j'avais obtenu une bourse pour venir faire des études ici et je voyais que ici, il y avait peut-être plus un avantage. Je revenais au Canada, Ouais. j'étais en plein dans le milieu des Badlands où on trouve plein de fossiles, donc je pouvais m'établir des contacts avec des chercheurs ici. Alors, j'ai décidé de passer 2 ans ici, ayant aucune illusion que je me trouverais un emploi ici. Il y avait tous leurs paléontologues. C'est juste question de venir me délimiter un petit territoire où je pourrais faire des fouilles puis faire des contacts avec des chercheurs ici. Et puis, j'ai été au bon endroit au bon moment. Mais réellement, ma recherche était compatible avec les chercheurs qui faisaient affaire ici. C'est plus de l'écologie qu'ils cherchaient. C'est ça que je faisais. Puis ça, on s'entendait bien. Et puis, il y a eu quelques paléontologues qui sont partis alors que je faisais mon doctorat. Et j'ai été chanceux que ça, on peut dire, un bon match avec la recherche qui se faisait ici au musée. Puis j'ai appliqué, puis j'ai obtenu l'emploi. Donc, ça a été une question d'avoir réellement le bon Bon domaine de timing. recherche. Et puis, c'est ça, j'étais aussi au bon endroit au bon moment. Donc, Ouais. c'est comme ça que je me suis ramassé dans l'Ouest. Et puis, je suis jamais reparti. Mais comme vous dites, c'est vraiment un cas de les as se sont alignés, puis tout s'est accordé pour que ça marche. Là. C'est ça qui est le fun quand même, honnêtement. Puis là, on parle justement de l'Alberta, les Badlands, qu'on on retrouve une quantité phénoménale de fossiles. Comment ça se passe une journée typique de fouilles dans les Badlands? Vraiment quand on part vraiment tout le gros processus, là, de trouver le fossile, à l'amener jusqu'au musée, le préparer ou le cataloguer, tout dépendant le dessin qui est réservé, en fait. Là. Je vais commencer par dire que bien des gens pensent qu'un paléontologue, ça passe sa vie sur le terrain à chercher des fossiles et à creuser des fossiles. Mais ça, c'est réellement juste une partie de notre travail. Il y a certains collègues même qui ne vont jamais sur le terrain. Tout ce qu'ils font, c'est étudier des spécimens qui ont déjà été collectés et qui sont dans des Ah ouais. collections de musées. Mais c'est ça. Habituellement, c'est comme je l'ai dit plus tôt, un paléontologue va être soit engagé, soit travailler à une université, soit à un musée. Donc, si tu travailles à une université, tu vas passer la majorité de ton année à enseigner des cours à des étudiants au baccalauréat, mais aussi des étudiants en maîtrise ou au doctorat. Il va y avoir beaucoup de services, de travaux à faire pour l'université, beaucoup d'appliquer des bourses. Et puis, eux vont être limités plus en frais de temps qu'ils peuvent dévouer à aller sur le terrain. OK. S'ils sont chanceux, peut-être qu'ils vont passer un mois sur le terrain. S'ils sont moins, peut-être qu'ils vont passer peut-être une semaine ou deux. Mais ça dépend aussi de la proximité du terrain. Si quelqu'un se trouve dans l'Est du Canada et veulent étudier des dinosaures, alors là, il faut qu'ils viennent jusque dans l'Ouest ici. Donc, le temps Ouais. va être plus limité en fonction du financement qu'ils peuvent avoir. Moi, ici au musée, je suis chanceux.
Occasionnellement, je vais enseigner juste des cours isolés à l'université, mais c'est réellement pas ça mon emploi. C'est plus réellement de faire de la recherche. Alors, à partir du mois de mai parfois jusqu'au début novembre, une grande partie de mon travail va être passé à faire des fouilles sur le terrain. Mais le reste de l'année, ça va être travailler dans mon bureau, décrire les fossiles que j'ai découverts, écrire des articles scientifiques pour publication, travailler sur des nouvelles expositions pour le musée, faire des présentations pour le public. Donc, ça va être un peu de ça. Mais focusons sur le travail sur le terrain, ce qui est à ta question. Eh bien, c'est ça. Il y a pas de. C'est pas comme ce qu'on a vu dans le parc Jurassique. Il n'y a pas de façon facile de trouver des fossiles. Ouais. C'est pas comme juste on fait une petite explosion, puis on voit tout le squelette qui est là. Non, Mais je suis encore. curieux, est-ce que c'est une méthode qui fonctionne, ça, faire comme une espèce d'écho-radar, je suppose? C'est-tu une technique qui fonctionne? C'est une technique qui fonctionne, ça s'appelle, en anglais, c'est Ground Penetrating Radar. C'est du radar qui pénètre dans le sol. Et puis, c'est bon à détecter des différences de densité. OK. Donc, sur des couches rocheuses ou des dépôts miniers, par exemple, ça marche parfaitement. Mais pour des fossiles, les os, ils ont la même densité que la couche rocheuse Ah, dans ouais. laquelle ils se trouvent. Donc, habituellement, c'est ça ne nous aidera pas. Donc, le meilleur outil, c'est encore l'œil humain. Il s'agit Ouais. juste de se promener dans les Badlands, d'aller à la recherche de fossiles. Bien souvent, on va voir des fragments d'os un peu partout, ce qui ne nous intéresse pas réellement, à moins qu'on est capable de voir l'endroit, quelle strate rocheuse d'où ces fossiles-là proviennent. Et puis là, si on voit que c'est ça, il y en a beaucoup, ou bien si on peut reconnaître les os qui sortent, qui sont en bon état, si on peut reconnaître que, oh oui, c'est intéressant parce que peut-être qu'il y a plusieurs os ou peut-être que ça nous indique que peut-être il y a un squelette, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à creuser. On va arriver avec des OK. pics et des pelles pour essayer de dégager, voir ce qu'il y a là. Bien souvent, ça va être juste un os isolé, puis il n'y aura rien d'autre. Mais quand on est chanceux, ces os-là, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, ils sont même connectés de la façon qu'ils étaient connectés lorsque l'animal était vivant. Et c'est là qu'on trouve un squelette d'un animal. Et c'est là qu'on décide, OK, est-ce qu'on continue à creuser pour voir où est-ce que ça se rend ou bien est-ce qu'on arrête là? Il faut faire un jugement habituellement. Est-ce que le spécimen est bien préservé? Est-ce qu'il est complet ou non? Bien souvent, c'est ça. Il faut faire la balance, dire, OK, il faut dévouer beaucoup de temps et d'efforts et aussi d'argent pour dégager un fossile. Ouais. Donc, on ne se mettra pas à creuser tout ce qu'on trouve, surtout dans les Badlands de l'Alberta. Ici, il y a des endroits où on ne peut pas faire un pas sans écraser des autres dinosaures sous nos Ouais. pieds. Il faut réellement dire, OK, c'est quoi le but de ma recherche? Est-ce que ces fossiles-là sont pertinents à ma recherche? Est-ce qu'ils sont bons à préserver pour le musée? Est-ce qu'ils peuvent être utiles pour quelqu'un? Puis si la réponse est non, bon, on laisse les fossiles là, puis on continue à marcher jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui en vaille réellement la peine. Alors, c'est là qu'on va ouvrir ce qu'on appelle une carrière, c'est-à-dire dégager la roche afin d'exposer le fossile. Ça peut prendre, dépendamment de si on est à la base d'une Ouais. falaise ou plus haut dans la falaise, ça peut prendre quelques heures jusqu'à plusieurs semaines avant de tout dégager pour voir où la strate rocheuse ou le fossile se trouve. Et puis là, ça, on se met à se ramasser les os. S'ils sont assez petits et pas connectés les uns aux autres, Ouais. alors là, on peut les ramasser un à la fois. Mais si on a affaire à un squelette complet où tous les os sont connectés ensemble, alors là, il faut faire un énorme bloc pour essayer de ramener tout d'un coup sans avoir endommagé le squelette. Et puis, c'est ça, dépendant de la taille d'un bloc, un petit bloc peut être transporté dans nos mains ou mis dans notre sac à dos. Un squelette complet, un bloc, ça peut peser jusqu'à 5000 livres, peut-être plus. Ouf. Ouais, quand Alors même. là, bien souvent, c'est ça, il faut faire venir des gros équipements pour essayer de soulever le bloc, le mettre à l'arrière d'un camion. Parfois, il faut faire appel à des hélicoptères, qu'on est réellement très éloigné dans les Badlands et il n'y a pas moyen de s'approcher avec un véhicule. Alors, il faut faire venir un hélicoptère pour soulever le bloc et le ramener jusqu'au camion. Et Quand puis même. là, c'est ça, le bloc est ramené au musée, puis là, on a nos techniciens qui savent faire à dégager le fossile de la roche afin que les paléontologues comme moi puissent les étudier. Ah, super. Puis je suis curieux, vous dites que justement vous êtes allé une couple de fois sur le terrain, tu sais, vous avez beaucoup de fouilles à faire, et ainsi de suite. C'est quoi,
à votre connaissance, à votre souvenir, la pire condition que vous avez eue pour une fouille? La météo, oui, ça complique les fouilles parce que ici, dans les Badlands, c'est ça, on a beaucoup, c'est une alternance de couches sableuses et de couches d'argile boueuse. Et OK. puis, puisque l'argile est composée d'un minéral qui est une altération de roches volcaniques, de cendres volcaniques qui ont été jetées par des éruptions volcaniques il y a 75 millions d'années. Eh bien là, c'est ça, le minéral est capable d'absorber de l'eau. Quand il pleut, le minéral absorbe l'eau, il se OK. gonfle. Puis quand il sèche, l'eau s'évapore, donc le minéral se rétrécit. Mais si on marche dessus quand il est encore gonflé d'eau, eh bien là, ça devient super glissant. L'eau s'éjecte super rapidement et puis c'est glissé dans la boue, ça devient extrêmement dangereux. Alors c'est ça, il faut réellement s'assurer d'aller dans les Badlands quand le sol est sec, parce que sinon, il y a eu des histoires des gens qui ont glissé, qui se sont cassés un bras ou une Ouf. jambe, et ensuite, il Ouais. fallait les évacuer en dehors des Badlands. Donc, c'est ça. Parfois, c'est ça. C'est compliqué quand on se trouve sur des sites aussi où on est dans le milieu d'une falaise qui est pratiquement verticale. Il faut essayer de dégager les eaux. Donc, il faut faire attention. Un, il faut grimper jusqu'au bon niveau. Ouais. Et deux, il faut faire attention au site, aux roches qui est au-dessus du site pour que ça nous déboule dessus. Donc, parfois, c'est le genre de conditions-là qui peuvent compliquer des fouilles. Ah, quand même, quand même. Je savais pas que c'était aussi extrême que ça parfois. Puis je suppose que, comme vous dites, là, le processus de l'eau qui absorbe puis qui s'évacue, quand l'eau s'évacue, ça doit laisser un certain gap au niveau de justement de la couche rocheuse. Fait que je suppose que ça peut peut-être endommager les fossiles. Oui, c'est pour ça que bien souvent, on y va chaque année, on retourne dans les Badlands parce que c'est quelque chose qui n'était pas visible une année va être exposé l'année Ouais. suivante. Et si c'est proche de la surface, proche des intempéries où le sol absorbe l'eau, eh bien c'est ça, le sol, la roche va se mettre à gonfler puis à rétrécir, mais le fossile, il va faire la même chose, il va aller Ouais. avec. Donc, le fossile peut être endommagé comme ça. Donc, c'est pour ça. Quand ils sont assez profondément sous la surface, ils sont safe, il n'y a pas de danger, mais c'est quand ils sont proches de la surface et on a ce qu'on appelle le shrink and swell qui se gonfle et puis qui se rétrécit à cause des intempéries. C'est là que ça peut réellement endommager le fossile. Donc, si on dégage un fossile, on essaie de le ramasser le plus vite possible afin qu'il ne soit pas exposé aux éléments et qu'il soit détruit. Fabuleux. Puis au cours de votre carrière, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes paléontologue. Est-ce que vous avez participé ou découvert quelque chose de vraiment majeur? Avez-vous fait des grosses découvertes en tant que paléontologue? Oui, en 2008, j'ai découvert le premier dinosaure à plumes ici en Amérique du Nord, en fait, dans le Nouveau Monde, parce que auparavant, les dinosaures à plumes étaient connus de Chine surtout. Et il y Ouais. avait un spécimen qui avait été découvert en Allemagne ou c'est en Autriche, je ne me rappelle pas. Et OK. puis, on n'avait jamais découvert en Amérique du Nord. On croyait que ça prenait des conditions spéciales pour la préservation des dinosaures à plumes, surtout des dépôts lacustres, c'est-à-dire des dépôts de lacs où c'est ça, il y a de la fine boue qui tombe au fond du lac Ouais. et qui ensevelit les dinosaures. Puis vu que la boue est tellement fine, ça préserve les plumes. Or, ici, on a découvert dans un houdou, ce qu'on appelle une cheminée de fée. C'est une colonne de roche et puis au sommet, c'est là, il y avait un bloc qui avait explosé. On OK. voyait, il y avait un squelette de dinosaure dedans qui avait été explosé. C'est réellement en piteux état, mais on Ouais. savait que c'était un dinosaure carnivore, un théropode du genre dinosaure autruche. Donc, on s'est OK. dit, ah, ces animaux-là sont quand même pas très communs, donc on va le ramasser pareil. Alors, pendant qu'on faisait la fouille, c'était un gros bloc, on essayait de le rétrécir pour l'alléger parce qu'il fallait le transporter à la main pour revenir. Alors, j'enlevais je frappais avec mon marteau puis mon petit pic pour enlever des fragments de roche. Puis c'est là que je me suis mis à trouver des étranges lignes grises sur la roche. Alors, je demande au technicien qui était avec moi, qui travaillait depuis le musée depuis de nombreuses années, je dis, as-tu déjà vu ça, des traces comme ça dans la roche associées avec un fossile? Il dit non. C'est que j'ai fait une blague, j'ai dit, si on était en Chine, on appellerait ça des plumes. Je trouvais ça très drôle. Puis on continue à creuser, puis là, je brise un plus gros morceau de roche, je le soulève, puis là, je vois toutes les empreintes de plumes qui étaient Oh, préservées sur wow. la roche. Alors, je dis, wow, OK, on a réellement affaire à quelque chose, une
première ici, là, une première en Amérique du Nord. Donc, c'est ça, on a fait très attention, arrêter de briser la roche. On a amené le bloc, même s'il était très lourd, on l'a amené intact tel qu'il restait. Et puis, ça a été ici au musée, des techniciens sont affairés à essayer de briser la roche le long du niveau où j'avais trouvé des empreintes de plumes. Et c'est là que on a découvert que l'animal était couvert de plumes. Donc, ça a été la Oh, première fois wow. qu'on trouvait un dinosaure à plumes en Amérique du Nord, la première fois au monde qu'on trouvait un dinosaure autruche à plumes, et puis combiné avec d'autres spécimens, c'était la première fois qu'on pouvait voir que ces animaux-là avaient des ailes, mais que les ailes se développaient juste chez les adultes, ce qui nous indiquait que l'origine des ailes qu'on voit chez les oiseaux aujourd'hui, c'était pas pour le vol, mais les ailes ont évolué premièrement chez les dinosaures pour la parade ou essayer des parades nuptiales, essayer d'impressionner les membres du sexe opposé. C'était pour ça que les ailes avaient évolué et que c'est juste plus tard, au cours de l'évolution, que les ailes ont été adoptées pour le vol chez les oiseaux. C'est quand même très impressionnant. Puis est-ce que vous lui aviez donné un nom à ce dinosaure à plumes-là? C'était une espèce qui était déjà connue. Donc, OK. ça s'appelle l'Ornithomimus edmontonicus, c'est-à-dire l'imitateur d'oiseaux d'Edmonton, qui fait référence à la formation rocheuse ici, à l'époque, s'appelait la formation d'Edmonton. Donc, j'ai pas eu l'occasion de lui donner une nouvelle espèce, mais c'est ça ici. Quand on travaille dans l'Ouest canadien, les premiers dinosaures ont été découverts en 1874 et les Ouais. fouilles ont réellement commencé à plein fond en 1910. Donc, ça fait 116 ans maintenant qu'il y a des fouilles ici. Donc, c'est ça, les chances de trouver réellement quelque chose de nouveau sont plutôt basses. Il y a certaines régions où, oui, c'est possible de découvrir de nouvelles espèces, mais la majorité des endroits où on trouve des fossiles, il y a un grand nombre d'espèces qui ont été déjà nommées. Mais c'est ça, la paléontologie, c'est pas juste à propos de découvrir de nouvelles espèces, c'est à C'est propos en apprendre. d'en apprendre plus sur le mode de vie et l'évolution de ces animaux-là. Donc, c'est ça, bien des gens disent « Ah, la paléontologie, je voudrais nommer une nouvelle espèce de Ouais. tyrannosaure. » C'est pas ça notre but. Le but, c'est d'en apprendre davantage sur le monde dans lequel ces animaux-là ont vécu et puis d'en apprendre sur leur évolution. Donc, même si on découvre un squelette d'un dinosaure comme les dinosaures autruches, les ornithomimus, on a plusieurs spécimens de déjà connus, mais on n'avait jamais trouvé de plumes chez ces animaux-là auparavant. Donc, c'est ça, on peut voir que on peut découvrir une espèce qui est connue depuis déjà pour laquelle on a déjà de nombreux spécimens, mais celui-là peut être chanceux puis préserver quelque chose qui n'a jamais été Ouais. découvert auparavant. Donc, c'est ça un autre côté de la paléontologie. C'est pas nécessairement à propos de découvrir de nouvelles espèces, c'est réellement de découvrir de nouvelles choses à propos de ces animaux-là. Puis parlant d'en apprendre plus sur les dinosaures, je sais que vous avez participé, je pense, dans le coin de 2024, si je me trompe pas, ben, du moins que le papier est sorti, vous avez fait une découverte par rapport à un festin d'un jeune gorgosaure. On peut-tu en Oui. parler un peu? Parce que ça, je trouve ça quand même impressionnant qu'on soit capable d'avoir ce genre de matériel fossile-là. Oui, ça, c'est un spécimen qui a été découvert en 2009 et puis la publication est juste sortie en 2023. Donc, ça montre que ça peut avoir un long délai entre la découverte initiale et puis l'annonce publique de ces découvertes-là parce que bien souvent, c'est ça prend beaucoup de temps. Il faut faire nettoyer le fossile, le dégager. Ouais. Ensuite, il faut faire des études approfondies, faire des comparaisons entre spécimens. Parfois, c'est avec des spécimens qui sont à d'autres musées. Il faut faire un grand nombre d'analyses de différents types. Il ne s'agit pas juste de décrire le spécimen, il faut aussi faire des comparaisons, des analyses. Parfois, ça va être des analyses géochimiques, de la chimie, de la composition chimique des fossiles. Parfois, ça va être d'autres genres d'analyses. Donc, ça peut prendre de nombreuses années pour se rendre à la publication finale. Alors, c'est ça, c'est un spécimen, c'était un jeune tyrannosaure d'une espèce qu'on appelle le Gorgosaurus. Juste pour clarifier les choses, les gens, bien souvent, quand ils parlent de tyrannosaure, ils pensent Tyrannosaurus rex. Mais Ouais. Tyrannosaure rex, c'est juste une espèce. Il y a un grand nombre d'espèces de tyrannosaures qui ont vécu au cours du Mésozoïque, durant l'âge des dinosaures. Et puis ça, le Tyrannosaure rex, c'est juste une espèce parmi un grand nombre. Donc ici, en Alberta, comme on a mentionné plus tôt, on a au moins 5 différentes espèces de tyrannosaures. Et puis l'espèce qu'on a découvert, c'était un Gorgosaurus qu'on peut dire qui était un proche cousin du Tyrannosaure rex.
Et puis, c'est ça, le squelette a été découvert à un endroit qu'on appelle le Parc provincial des dinosaures. Et puis, c'est ça, c'était un squelette d'un très jeune individu. Et les squelettes de jeunes individus sont extrêmement rares parce que leurs os Ouais. sont plus fragiles. Donc, bien souvent, soit ne sont pas fossilisés parce qu'ils ont été détruits lors du Crétacé, ou bien sont détruits avant que les paléontologues les découvrent. Alors Ouais. là, on avait un squelette bien préservé d'un jeune gorgosaure que pour l'instant, on voyait juste c'était un squelette. Donc, il a été ramené au musée. On était bien excités parce que c'était le squelette le plus complet d'un jeune tyrannosaure jamais découvert en Ah Amérique du ouais! Nord. Donc, c'était réellement très excitant. Mais lorsque le technicien s'est mis à préparer, à nettoyer le fossile, il s'est rendu compte que sortant de sa cage thoracique, il y avait des petits os d'orteils qui étaient réellement beaucoup trop petits pour appartenir à ce tyrannosaure-là. Et puis, il venait de l'intérieur de la cage thoracique. Alors là, ça indiquait, OK, il y a quelque chose de spécial. Donc, on a décidé de renverser le spécimen pour le préparer de l'autre côté, pour préparer à partir de l'intérieur de la cage thoracique. Habituellement, on prépare toujours l'animal à partir de l'extérieur. Mais là, on travaillait à l'intérieur de la cage thoracique et c'est là qu'on a découvert les jambes articulées de deux petits bébés dinosaures qu'on appelle citypes. Ce sont des petits animaux qui ressemblent, on pourrait dire, à des cassoirs. C'est des Ok, animaux ouais. qui vivent en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Ça ressemble à des autruches, mais ils ont une crête sur leur Ouais. tête. C'était des bébés citypes. Puis on préservait juste les jambes arrière de ces animaux-là, rien d'autre du squelette. Donc, ça nous indiquait que ce jeune tyrannosaure-là, il aimait les cuisses de poulet, il avait juste mangé les jambes. Et puis deux, c'est ça, il avait avalé les jambes tout rond sans les mâcher. Puis c'était réellement des petits animaux très rapides. Donc, c'est ça l'affaire chez les tyrannosaures, c'est que les jeunes tyrannosaures sont, du point de vue physique, sont très différents des adultes. Les adultes, c'est des gros animaux lourdeaux, comme ce que les gens pensent quand on Ouais. parle tyrannosaure, le tyrannosaure rex. Mais les jeunes individus sont beaucoup plus athlétiques. Ils ont des jambes très allongées, sont très actifs, très rapides, capables de courir vite. Donc, on se doutait que ça, il devait y avoir un changement de niche écologique ou de diète au cours de la croissance des tyrannosaures. Et puis là, cette découverte-là nous a montré que oui, en effet, les jeunes tyrannosaures se spécialisaient sur la prédation ou essayer de manger des petits bébés dinosaures ou des petits dinosaures très rapides qui couraient vite. Et puis, c'est au cours de leur croissance qu'il y a eu une transition dans leur diète, qu'à mesure qu'ils grossissaient, ils avaient besoin de plus d'énergie. Donc, juste se nourrir de petites cuisses de poulet, c'était plus suffisant. Il fallait réellement qu'ils fassent une transition vers manger de plus grosses proies afin qu'il y ait assez d'énergie pour pouvoir grossir et devenir énorme. Et c'est vers l'âge d'environ 11 ans que les tyrannosaures commençaient leur transition de manger des petits animaux à manger des plus gros animaux comme les dinosaures à bec de canard ou les dinosaures à cornes. Parfait. Puis est-ce qu'on a un indicatif de le temps de croissance que ça prend pour devenir adulte d'un T-Rex? Oui, bien, pendant de nombreuses années, on peut regarder la structure interne des os. OK? Les os des animaux vertébrés, ils grossissent comme un arbre. Donc, si on les coupe, on peut voir des anneaux de croissance dans leurs os, tout comme on voit dans un arbre. Alors, c'est ça, il y avait une étude qui avait été publiée là, une quinzaine d'années, peut-être même plus, je ne me rappelle pas exactement, une vingtaine d'années, je crois, qui avait montré que c'est ça, les tyrannosaures grandissait quand même assez vite, mais qui atteignait un âge adulte vers l'âge de 20 ans et qui pouvait vivre jusqu'à environ 30 ans. Mais il y a une étude qui est parue là, juste quelques semaines ou peut-être le mois dernier. OK? Il a fait une étude plus approfondie et qui a révisé les calculs et qui maintenant dit que les tyrannosaures, en fait, le plus vieux, le fameux squelette de Sioux qu'on voit Ouais. au musée de Chicago, au lieu d'avoir 30 ans, il y avait probablement plus proche de 40 ans. Donc, Ah ça ouais. montre que c'est ça. Peut-être qu'il grossit un peu plus lentement, mais quand bien même, on ne parle pas d'un animal comme une tortue qui pouvait vivre jusqu'à 100 Ouais. ans vraiment des animaux. Mais au moins, peut-être, c'est ça, 40 ans, c'est peut-être plus un peu plus raisonnable parce que pour un animal qu'on peut dire qui était de la taille d'un autobus scolaire, qui faisait 10 à 12 mètres de longueur, Ouais. atteindre cette grosseur-là, partir à l'intérieur d'un œuf,
C'était un animal à la naissance qui faisait juste 1 mètre de long, puis il faut qu'il se rende à 12-13 mètres de longueur. Donc, c'est peut-être faire la croissance totale en dedans de 20 ans. C'était peut-être un petit peu une exagération. Mais maintenant, on peut dire probablement vers l'âge de 30 ans, elle devait atteindre réellement leur taille maximale. Et peut-être qu'il y avait une autre 10 ans à dire qui continuait à grossir un peu, mais pas de façon significative. Donc, il y avait peut-être une dizaine d'années où il grossait juste un tout petit peu, mais sans réellement arrêter de dire comme nous, les oiseaux et les êtres humains ou les mammifères, je devrais dire, nous, on atteint réellement une taille maximale et c'est fini, on ne change pas. Mais les reptiles, comme les crocodiles et les dinosaures, ils atteignent une taille presque maximale, mais à chaque année, ils grossissent juste un tout petit peu. C'est juste que c'est à peine remarquable, là. Sauf s'ils vivent assez longtemps, là, on voit qu'ils grossissent, mais autrement, d'une année à l'autre, on ne voit pas une grosse différence, mais ils continuent à grandir pareil. OK, super. Puis, restant dans le thème des tyrannosaures, est-ce qu'on a des preuves fossiles de la relation juvénile-parent? Est-ce qu'on en a? Parce que, tu sais, comme je viens beaucoup de la génération de Jurassic Park, on a grandi avec Le Monde Perdu, tu sais, la scène, le T-Rex, ainsi de suite. Je me demande, est-ce qu'on a des preuves que c'est vraiment un comportement qui était vrai ou il y a quelque chose qui contredit ça complètement? Malheureusement, on n'a pas de fossiles on n'a pas beaucoup de fossiles pour des jeunes tyrannosaures et pour des associations entre juvéniles, entre jeunes individus et adultes, on n'en a aucune. Donc, on a un petit peu laissé pour compte. On peut regarder les animaux modernes, surtout les animaux les plus rapprochés des dinosaures pour avoir une meilleure idée. Par exemple, les animaux les plus rapprochés des dinosaures qui sont encore vivants de nos jours sont les crocodiles et les oiseaux. On sait que les oiseaux sont de bons parents. Et, la majorité d'entre eux sont de bons parents. Il y en a qui abandonnent leurs jeunes, mais la majorité d'entre eux sont de bons parents qui ont des soins parentaux. Mais peut-être une grande surprise pour les gens. Les crocodiles aussi, ils ont des soins parentaux. La mère s'occupe des jeunes. Elle ne couvre pas les œufs parce que les œufs sont ensevelis sous un monticule de végétation. Mais quand les jeunes éclosent, ils se mettent à émettre des sons, puis la mère vient les dégager du monticule, puis les amène jusqu'à un étang. Et puis là, elle va les surveiller, puis peut-être les aider un peu à nager pendant quelques semaines, jusqu'à temps qu'ils deviennent d'une taille assez grosse qu'ils puissent se mettre à chasser de par eux-mêmes. Donc, il y a une période qui peut être de plusieurs semaines à peut-être une couple de mois où la mère va surveiller les jeunes crocodiles, mais après ça, elle va les abandonner. Donc, on peut suggérer que c'était probablement la même chose chez les tyrannosaures et les dinosaures. Peut-être qu'il y avait ça des soins parentaux, mais à un très jeune âge, comme quand ils sortaient de l'œuf, puis peut-être pendant quelques semaines. Mais du point de vue qu'on a vu comme dans Le Monde Perdu, tu as mentionné, où on voit encore un bébé T-Rex qui est quand même assez gros, il doit être âgé de quelques années. Ça, c'était probablement pas le cas. Probablement quelques semaines ou peut-être quelques mois, mais après ça, on a évidence en fait que les tyrannosaures étaient probablement laissés à eux-mêmes avec l'étude du jeune tyrannosaure paru en 2023. C'est là qu'on a montré que ça, il y avait un changement de diète au cours de leur vie. Et puis, c'est ça qu'on trouve chez des animaux qu'il n'y a pas de soins parentaux prolongés. C'est-à-dire que les parents ne restent pas avec le jeune pendant très longtemps. Comme nous, les mammifères, les parents restent avec les enfants jusqu'à temps qu'ils soient d'un âge très avancé. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de la nourriture, leur ramener, les surveiller jusqu'à temps que c'est ça, leurs dents aient changé, qu'ils soient devenus des dents adultes. Mais chez les reptiles, en fait, les animaux sont abandonnés. Donc, on peut voir chez les mammifères que la diète des jeunes mammifères va être très similaire à celle des adultes parce que les parents vont aller chercher la nourriture et les amener aux adultes. Mais chez les tyrannosaures, en fait, on a le contraire. On voit que leur diète change au cours de leur vie, ce qui nous indique qu'il n'y avait pas de parents qui tuaient les proies et qui leur ramenaient pour les nourrir. Donc, ça nous dit que peut-être, oui, il y avait des soins parentaux à un très, très, très jeune âge quand les animaux éclosaient de leurs œufs. Mais après, peut-être un mois et demi, probablement qu'ils étaient laissés à eux-mêmes. OK, super. Mais c'est ça que je me demandais aussi, parce que tu sais, pas, il doit y avoir quand tu as une adaptation, même dans l'alimentation, ça démontre que
tu deviens adulte, vraiment très... Ben, adulte est un grand terme, mais tu t'es livré à toi-même plus jeune, veux Oui, pas. oui, oui. OK, C'est super. ça, c'est un exemple aussi de comment la paléontologie fonctionne. Bien souvent, on n'a pas des fossiles qui sont Ouais. une preuve pour démontrer ça. Il faut faire des inférences à partir d'études d'autres spécimens. Et puis quand on en colle suffisamment ensemble, c'est là qu'on voit une grande image à grande échelle de c'est quoi la tendance chez les espèces. Et c'est là qu'on peut mettre des hypothèses sur leur comportement. Mais ça va toujours, c'est toujours à risque de changer avec peut-être cet été, peut-être je vais aller sur le Ouais. terrain et trouver un squelette de tyrannosaure adulte avec plein de jeunes tyrannosaures ensevelis à côté. Et puis là, ça va tout chambarder ce qu'on sait de la croissance des tyrannosaures. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça le thrill de la paléontologie, c'est que on peut toujours faire une nouvelle découverte qui peut chambarder ce qu'on Oui, c'est croyait, ça, ce qu'on connaissait exactement. à propos des dinosaures. Donc, c'est ça. Bien des gens demandent est-ce que vous avez tout découvert déjà? Pourquoi vous continuez à aller faire sur des fouilles? Puis, il y a toujours d'autres découvertes qui peuvent nous apprendre quelque chose de Ouais. nouveau et totalement chambarder nos idées ou notre compréhension sur ces animaux-là. Ben, moi, je prends le meilleur exemple que j'ai tout le temps, c'est le spinosaure, parce que c'est vraiment un dinosaure que tout au long de son existence, ça a tellement varié, autant en termes d'apparence, mais que de comportement, d'alimentation. Tu sais, on a toujours un gros changement. Puis jusqu'à récemment, tu sais, on a trouvé une nouvelle espèce. On pensait pas en avoir une nouvelle. Puis c'est fou de penser que, comme vous dites, une découverte peut changer notre compréhension d'un dinosaure du tout au tout. Puis là, il y a un dinosaure que je voulais parler parce que ça l'a beaucoup passé dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Vous avez trouvé dans la région, on va l'appeler un ankylosaure parce que c'est la grande famille, là, mais un odosaure, le Borealopelta, qui est un des dinosaures, je pense, qui est les mieux conservés au monde, si je ne me trompe pas. Oui, on a réellement affaire à une momie de dinosaure. C'est un ankylosaure, comme ça mentionné, c'est-à-dire un dinosaure à armure qui a été déposé il y a très longtemps. Ici, dans le sud de l'Alberta, la majorité des fossiles proviennent des derniers 20 millions d'années de l'ère des dinosaures, donc tout près de leur extinction. Mais Boraleopalta provient du nord de l'Alberta, où les roches sont beaucoup plus vieilles. On parle d'environ, je crois, c'était 110 à 115 millions d'années, je crois. OK. Et puis, le Boraleopelta était un dinosaure armure qui vivait sur la terre ferme, mais sa carcasse a été transportée par les courants, a été transportée au large dans une grande mer intérieure qui existait à l'époque et qui séparait l'Amérique du Nord en deux. OK. Et puis la carcasse a coulé au fond de la mer, a été ensevelie sans avoir été attaquée par des charognards. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, on l'a découvert que c'est ça, tous les tissus mous, la peau, les muscles, même le contenu de l'estomac sont préservés. Donc, on a réellement affaire à une momie. Si on regarde le spécimen, on voit pratiquement pas d'os, parce que toute la peau, tous les os sont couverts encore de peau et de la kératine. C'est le même matériel qui forme nos ongles, qui couvrait les épines, les gros pics qu'il y avait sur leur corps. Donc, on voit ça, toute la différenciation de forme d'écailles. On voit le long du bras qu'il y avait des grosses écailles, mais quand ça descend vers le poignet et la main, c'est toutes des petites, on dirait comme des petites billes qui sont sur la paume de la main pour de la meilleure traction, là. Puis c'est ça, c'est le dinosaure le mieux préservé qui a jamais été découvert parce qu'à l'époque, il était complet du bout du museau jusqu'à la queue. Malheureusement, quand il a été découvert lors d'exploitation des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta. OK, La grosse grue avec brisé l'arrière de l'animal. Alors, ce qui nous reste, c'est juste partir du bassin jusqu'au museau. OK, ouais. Donc, on n'a pas l'arrière, on n'a pas la queue. Malheureusement, on ne peut pas voir si les nodosaures plus primitifs avaient une massue sur leur queue. Mais c'est ça, l'avant de l'animal est tout préservé. Puis c'est ça. Là, maintenant, si vous venez au musée Royal de Tyrrell, vous allez le voir, il est en exposition. Ça a réellement l'air d'un dinosaure qui est en train de dormir, qui s'est endormi là, puis qui ne s'est jamais réveillé parce qu'il est tellement bien préservé que ça, on voit juste l'animal avec la peau, on ne voit pas réellement les os. C'est fascinant. Puis c'est quoi que ça prend comme condition pour que ça soit aussi bien préservé? Parce que ça arrive
très peu, je pense. Je pense qu'il y avait un cas d'Adrosol que ça avait fait ça aussi. Mais à part ça, tu sais, c'est quoi les conditions que ça prend pour que ça reste aussi intact? Bien, il y a plusieurs études parce que quand même plusieurs momies, je dirais pas une énorme quantité, mais il y a Ouais. plusieurs momies qui ont été découvertes. Parfois, c'est juste des sections du squelette où on préserve la peau. Excusez. Mais à partir de ce qu'on sait, on voit qu'il y a probablement différentes méthodes de fossilisation. La chose qui est certaine, c'est qu'il faut que l'animal soit enseveli rapidement, qu'il n'y ait pas le temps d'être exposé aux éléments pour qu'il y ait des charognards qui viennent se nourrir ou que la peau et les muscles se mettent à se décomposer. Donc, il faut que l'animal soit enseveli quand même assez rapidement, puis que c'est ça, qu'il n'y ait pas de décomposeurs, qu'il n'y ait pas de bactéries réellement qui se mettent à décomposer l'animal. Donc, on parle absolument d'un environnement anoxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène dans le sédiment qui pourrait permettre aux bactéries de décomposer l'animal. Et puis après ça, bien souvent, il faut que le procédé de fossilisation se produise quand même assez vite, parce qu'on pense toujours, procédé de fossilisation, ça prend des millions d'années, mais non, pour préserver la peau et les muscles, on a évidence que l'animal, il faut qu'il soit fossilisé très rapidement. Habituellement, une carcasse, ça va décomposer en dedans d'un an, il ne restera plus de muscles ou de peau. Mais c'est ça, pour que tout soit préservé, on parle probablement que l'animal était enseveli sous les sédiments. Il y avait quand même des bactéries qui étaient là, mais ils ne s'attaquaient pas au tissu mou. À la place, ils se mettaient à décomposer probablement la matière végétale qu'il y avait dans les roches. Et puis, ça a changé comme la composition chimique alentour du fossile. Et ça précipitait la transformation de tissu mou en roche extrêmement rapidement, de sorte que l'animal a été fossilisé probablement en dedans de peut-être quelques semaines après qu'il a été enseveli. Donc, c'est comme ça que le processus de fossilisation pour avoir réellement des momies a lieu. Il faut réellement que l'animal soit enseveli rapidement et puis que le processus de fossilisation se produisent très rapidement, sinon tous les tissus mous vont être décomposés et perdus. Ben, c'est quand même vraiment des conditions très uniques, là. Oui, c'est réellement quelque chose. C'est réellement une occasion spéciale pour la préservation de momies. C'est pas quelque chose qui se produit tous les jours. Incroyable. Puis là, on parlait des Badlands tantôt, puis je voulais savoir, les Badlands qu'on a au Canada, c'est quoi, si, admettons, on veut dresser un aperçu de l'écosystème à cette époque-là, ça ressemble à quoi à peu près l'environnement qu'on avait ici, là, en Alberta? En Alberta, c'était très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve qu'on a affaire à de grandes prairies, comme bien des gens sont familiers. L'Ouest canadien, c'est des prairies à perte de vue. Il n'y a pas un arbre. Non, c'est pas vrai. Il y en a des arbres, mais très peu. Il y en a, sont plus rares. Ouais. Il faut aller soit plus dans le nord ou plus proche des Rocheuses pour avoir les arbres. Mais c'est ça, nous, ici, à l'époque, c'était un environnement extrêmement plat. C'était couvert d'une forêt sous-tropicale à tempérée. On parle, si on veut dire, un analogue similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Ce serait peut-être ce qu'on voit en Louisiane ou en Floride avec les Everglades, par exemple. Quand même un milieu assez humide, là, de façon générale. C'est ça, humide. Et puis, parfois, c'est ça, c'était marécageux, mais parfois, c'était des terrains sèches. Mais du point de vue précipitation, oui, on parle beaucoup de précipitation, puis des températures quand même assez élevées, là, beaucoup plus chaud que ce qu'on trouve aujourd'hui. Et puis aussi, ce qu'on trouve, c'est que l'Alberta était réellement une zone côtière. Maintenant, on est coincé au milieu du continent. Mais à l'époque, il y avait une grande mer intérieure qui séparait l'Amérique du Nord entre une moitié est et une moitié ouest. Puis ça, cette mer intérieure-là connectait l'océan Arctique jusqu'à ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique. Donc, il y avait l'est et l'ouest. Et puis, c'est ça, il y avait une mer intérieure qui fluctuait, parfois le niveau marin baissait, donc la mer se rétrécissait, parfois augmentait, donc la marée, pas la marée, mais la mer s'élargissait, puis parfois on a même évidence que la mer se rendait pratiquement jusqu'au pied des Rocheuses. Oh, quand même! C'est ça, l'Alberta était sur la côte ouest de cette mer intérieure-là. Parfois, c'était des environnements terrestres,
où on voyait les animaux, les dinosaures qui vivaient là. Et parfois, quand le niveau marin s'élevait, eh bien là, l'Alberta se trouvait sous la mer. Et puis, c'est là qu'on trouvait des reptiles marins, comme les plésiosaures, les mosasaures. Les plésiosaures, c'est comme les monstres du Loch Ness, les animaux à Ouais. long cou et avec des nageoires. Les mosasaures sont des animaux qui ressemblent à des dragons de Komodo, mais qui avaient des nageoires. Et puis parfois, même si on retourne plus loin dans le passé, on trouvait aussi des ichthyosaures, qui sont des reptiles, mais qui ressemblent beaucoup aux dauphins. OK. Puis, donc, c'est ça que c'était On- ça l'environnement. Et puis, quand on se rapproche de la fin du Crétacé, on voit qu'on a une tendance à peut-être sur les températures baisser un petit peu. On est plus un environnement tempéré, mais encore là, on a affaire à c'est ça, encore des zones forestières. C'est pas un désert et c'est pas des prairies comme on a ouais. aujourd'hui. Est-ce qu'on a trouvé beaucoup de fossiles de reptiles marins, comme vous parliez? Parce qu'on parlait justement qu'il y avait beaucoup une division. On en a trouvé quelques-uns quand même? Oui, la majorité de nos bonnes découvertes de reptiles marins sont grâce à des opérations minières. Parce que OK? c'est ça, les dépôts marins qu'on a ici, habituellement, ça ne forme pas de bons badlands parce que la roche est tellement meuble, c'est tout de l'argile, Ouais. qu'à place de faire des bonnes falaises et des canyons, ça fait plus des territoires, des pentes arrondies couvertes de végétation. Donc, trouver des reptiles marins, c'est extrêmement difficile. OK. Mais parce que dans le sud de la province, il y a une opération minière qui sont à la recherche d'ammonites. L'ammolite, c'est des coquillages d'ammonites. Des ammonites sont des reptiles, pas des reptiles, des Des- céphalopodes. C'est des animaux qui ressemblent à des sèches ou peut-être aux nautiles qu'on connaît dans Ouais. le nautilus qu'on connaît dans la région de l'Australie. Ce sont comme des sèches ou des pieuvres qui vivaient à l'intérieur de coquilles. Certaines étaient spiralées, d'autres étaient droites. Et puis, quand ces coquilles-là ont été ensevelies et ont été transformées en fossiles, certaines ont absorbé des couleurs et qui sont maintenant extrêmement, qui ont beaucoup de Ouais. couleurs, qui peuvent être rouges, bleues, vertes. Et puis, c'est ça, ils minent, ils font d'exploitation minière pour ces ammonites-là, qui est la pierre précieuse, pour faire des bijoux. Et puis, à mesure que ça, ils se mettent à creuser pour ces anciennes sèches-là, eh bien, ils découvrent les reptiles marins qui se nourrissaient des De ces ammonites. créatures-là, Où ouais. c'est là qu'ils trouvent des squelettes complets de mosasaures. Certains faisaient jusqu'à 10 mètres de longueur, aussi long qu'un tyrannosaure rex. Crime Puis quand même. maintenant, on est rendu à une dizaine de squelettes complets Ah ouais? de mosasaures qui ont été découverts. On a un squelette incomplet, il manque malheureusement la tête, mais on a un élasmosaure qui est un plésiosaure à très long cou. En fait, c'est l'animal au plus long cou qui a jamais existé. On parle d'un cou qui faisait, je vais essayer de me souvenir, je crois que c'est 7 à 9 mètres de long pour le Quand cou. même. L'animal total, c'était 11 mètres. Je crois que c'est ça. Le cou était 7 mètres, la longueur totale de l'animal était 11 mètres. Donc, c'était la majorité de l'animal, C'était son c'était coup. un cou. Ouais, Quand même impressionnant. Puis, est-ce que ça, on a-tu trouvé des restants? Ça, je suis curieux, mais est-ce qu'on a trouvé des restants de reptiles marins avec des petits dinosaures dans leur estomac? Pas non, encore? malheureusement, non. Mais on a trouvé des reptiles marins avec des restes de tortues marines à l'intérieur, OK. avec des poissons. Et donc, ça nous indique réellement que c'était réellement des prédateurs d'animaux. On voit aussi, d'après les différentes espèces, leur dentition, leurs dents sont différentes. Certaines espèces ont des dents plus en aiguille, ce qui nous dit qu'ils devaient probablement se nourrir surtout de poissons, peut-être aussi de céphalopodes, d'ammonites. Et puis, on a d'autres qui ont réellement des dents réellement plus coniques, plus grosses, qui sont réellement faites pour broyer. Et puis, c'est chez Mosasaur-là qu'on trouve des restes de tortues à l'intérieur, des restes de la Ouais. carapace de tortue. Donc, il va être plus pour broyer des animaux. On trouve aussi des poissons à l'intérieur, mais sûrement que c'est ça. Leur spécialité, c'était plus des animaux qu'il fallait broyer, tandis que les autres, c'était probablement plus des chasseurs de poissons. Parfait. Puis là, pour revenir vite fait sur le Royal Terror Museum, qu'est-ce que vous pensez là, qui fait que c'est reconnu aussi mondialement? Qu'est-ce qui fait sa renommée en soi?
Mais je pense que c'est une combinaison de facteurs. Un, c'est que notre location, on est situé au milieu des Badlands. Que on peut Ouais. voir, je regarde juste présentement par la fenêtre de mon bureau, puis je peux voir les Badlands qui sont juste là au bout du stationnement. Donc, des fois, je dis, il faut que j'aille prendre une marche. Je fais juste sortir du musée, aller à la recherche de fossiles, pas trop loin d'ici. Donc, c'est réellement l'environnement, le fait qu'on est situé au milieu des Badlands fait ce musée-là est réellement spécial. Mais deuxièmement, c'est aussi notre grande collection et ce qu'on a en exposition. On a, comme j'ai mentionné plus tôt, l'Alberta est dans le top 5 des meilleurs endroits au monde où on peut trouver des fossiles de dinosaures. Donc, ça, une grande partie de nos collections sont en arrière-scène pour les chercheurs qui peuvent venir les étudier, soit pour comparer avec des spécimens qu'eux ont découverts, ou bien même venir étudier nos propres spécimens. Et puis, c'est ça, il y a une partie de ces spécimens-là qui sont aussi dans nos galeries publiques que les gens peuvent voir et admirer quand ils viennent dans leur visite. Donc, on est vraiment un gros musée. On est le plus gros musée en Amérique du Nord dédié à la science de la paléontologie. On est probablement un des plus gros au monde aussi, mais j'ai entendu dire qu'en Chine, il y a un milliardaire qui s'est Ouais. bâti un gros building, un gros musée pour préserver sa collection personnelle de dinosaures à plumes. Quand Donc, même. Ça doit quand même être donc assez lui, impressionnant. je crois que le building est beaucoup plus gros. Donc, on peut pas dire qu'on est le plus gros au monde, mais on est un des plus gros au monde. Ben, c'est surtout, je pense, le fait que l'Alberta, ben, comme vous dites, les Badlands, quand on se promène, il y a beaucoup de probabilités qu'en se promenant, on trouve de quoi, qu'importe la grosseur, on trouve un fossile juste en marchant là, puis en regardant à terre. Fait que ça, je trouve que c'est quand même le fun aussi d'avoir un endroit comme ça au Canada. Parce que, tu sais, on est habitué. Je pense que beaucoup de personnes sont habituées à se dire on n'a pas ça à Québec, la paléontologie, tu sais, c'est beaucoup aux States, blablabla. Mais on a tellement un joyau au Canada, puis honnêtement, je trouve que c'est un super beau musée. J'ai pas eu la chance encore d'y aller, là. C'est dans mes projets très, très, très futurs, j'espère. Mais pouvez-vous nous dire à peu près, il y a combien de spécimens qui sont exposés dans les galeries? Ouf! Exposé chez dans nos collections, on est à environ 180 000 spécimens. Quand même! Les spécimens, ça varie. Un spécimen, ça peut être une dent ou ça peut être un spécimen au complet, un squelette complet. Donc, ça varie grandement. C'est ça Ouais. donc, quand on dit 180 000 spécimens, ça ne veut pas dire 180 000 squelettes de dinosaures. Ça peut être, c'est ça, comme, ça peut être une dent, ça peut être une empreinte de feuilles d'arbre, ou bien ça peut être un os isolé, ou bien ça peut être un squelette complet. En exposition, je pourrais pas dire. Je crois que, si je me souviens, c'est des chiffres que j'ai entendus il y a plusieurs années, donc ça a peut-être changé. Squelettes de dinosaures, je crois qu'on en a 40 en exposition. On a des répliques aussi qui Ouais. sont en exposition, mais aussi la façon que le spécimen, le musée est arrangé, c'est que quand on rentre, on voit comme un diorama, une reconstitution de ce à quoi l'Alberta ressemblait au Crétacé. Donc, on voit des dinosaures qui rugissent, qui ne sont pas motorisés, donc c'est pas cheeky ou cheap comme ça. C'est réellement une reconstitution de ce à quoi la science de la paléontologie vise. C'est réellement d'essayer de reconstituer le monde des dinosaures à partir de fossiles. Alors, on se promène dans les galeries, on voit beaucoup de spécimens qui font une introduction à la science de la paléontologie, c'est quoi les différents concepts à comprendre pour pouvoir étudier la paléontologie. Ensuite, on a une exposition spéciale, temporaire sur les grandes découvertes, parce que le musée a célébré l'année dernière ses 40 ans. Ça fait 40 ans que le Quand musée, même! est ouvert. Donc, c'est ça, on a parmi les. Je crois qu'on a. C'est 6 des plus grandes découvertes faites au cours des dernières 40 années. Donc, Boraleopelta est là, le jeune gorgosaure avec ce contenu d'estomac est là, les dinosaures autruches à plumes sont là, des nids de dinosaures avec des embryons sont là. On a aussi des mosasaures. Donc, on a un petit peu ça. Après avoir fait ce parcours-là, qui est environ le premier quart du musée. Ensuite, on commence un voyage à travers le temps. On passe à travers ce qu'on appelle le tunnel du temps et on retourne au début de la formation de la planète, environ 4 milliards d'années. On voit l'évolution de la vie
qui a eu lieu sur la Terre à partir de fossiles. Donc, on commence au Précambrien, on va au Burgess Shale, au Paléozoïque avec plein d'animaux à tissu mou qui ont été préservés. Et puis ensuite, on s'en vient, on continue le trajet à travers le temps, le Paléozoïque. Ensuite, on arrive dans le hall des dinosaures, où ce qu'on a la majorité de nos squelettes de dinosaures sont en exposition. Et puis après, on passe la fin du Crétacé, l'extinction des dinosaures, et puis l'ère des mammifères que tout le monde peut passer par-dessus. C'est pas intéressant. On veut voir les dinosaures. On est là pour ça. On est là pour ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Si vous prévoyez venir faire un tour, je dirais prévoyez au moins 1h30. Et ça, c'est juste se promener un rythme pas effréné, là, mais sans avoir à lire tous les signes. Si vous voulez juste vous promener, si vous ne voulez pas lire tous les panneaux, je dirais prévoyez 90 minutes. Si vous voulez réellement porter attention à tout, je dis, vous pouvez facilement passer toute la journée. Puis si c'est juste prendre une marche à travers, je dirais, c'est sans trop regarder, je dis c'est au moins 45 minutes. Donc, c'est quand même un gros musée. Ah, moi, je peux vous dire que si je vais là, par exemple, ma blonde est au courant, on y va 2-3 jours. Parce que moi, faut que j'en voie 2-3 fois, j'ai pas le choix. Il y avait une découverte aussi que je voulais qu'on parle avant qu'on finisse. On a vous avez découvert un ptérosaure quand même assez impressionnant. Quand même, qui accote les plus gros qu'on connaît actuellement. D'ailleurs, le fabuleux puis le populaire Quetzalcoatlus. On a trouvé quelque chose de similaire, je pense, dans votre région? Oui, le spécimen a été découvert, si je me rappelle bien, c'est au début des années 90. Okay. Si on savait, d'après la forme des os, qu'on avait affaire à une aile d'un grand ptérosaure. À l'époque, il avait été appelé Quetzalcoatlus parce que c'était le seul ptérosaure géant qui était connu à l'époque. Quand on parle de géant, on parle de ptérosaure qui est de la taille. Les ptérosaures sont des reptiles volants qui avaient des membranes, des ailes qui étaient membraneuses, un peu comme les chauves-souris, au lieu d'être couvertes de plumes comme les oiseaux. Puis c'est ça, c'est un animal qui est de la taille d'un Cessna. Donc, on parle d'un petit avion. On parle d'environ 10 mètres d'envergure. Donc, c'est à partir des os des ailes, on l'avait appelé Quetzalcoatlus, mais on savait que c'était probablement pas une espèce différente parce que le Quetzalcoatlus a vécu à la toute fin de l'ère des dinosaures, en même temps que le Tyrannosaure Rex, environ 66 à 67 millions d'années. Mais les fossiles qu'on avait nous remontent 10 millions d'années plus tôt, c'est-à-dire environ 76 millions d'années maintenant qu'on calcule. Donc, on se doutait que ça devait être une nouvelle espèce, mais les chercheurs n'avaient pas été capables de trouver de caractéristiques suffisantes pour dire « Oh oui, c'est une nouvelle espèce ». Mais là, avec le temps, il y a beaucoup d'autres spécimens qui ont été découverts. On a appris comment différencier ces espèces-là. Alors, il y a des collègues qui sont venus et qui ont collaboré avec moi pour décrire, pour reviser les os, parce que bien souvent, c'est ça. La paléontologie, c'est une science qui avance. À un moment donné, on n'a pas toutes les réponses. On publie sur ce qu'on a, mais la science continue et qu'on a plus d'évidence, alors là, on peut revisiter ces fossiles-là qui avaient été décrits auparavant et puis les réétudier et puis faire de nouvelles découvertes. Alors, c'est là que mes collègues ont regardé les os, ont dit, OK, on voit plus de différences maintenant avec toutes les autres espèces connues, incluant le Quetzalcoatlus. Alors, maintenant, on a assez de différences pour pouvoir dire que oui, on a affaire à une nouvelle espèce. Et c'est là qu'on a dû lui donner un nouveau nom parce que Quetzalcoatlus, c'était plus bon. Alors, on l'a appelé le cryodracon, qui veut dire le dragon gelé, parce que c'était des collègues britanniques et américains qui aiment penser que le Canada, c'est de la glace à l'année longue et qu'il fait froid. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient décidé d'appeler le cryodracon boreas, qui veut dire des vents du Nord. Même s'ils ont juste à venir ici durant l'été, ils vont voir que des plus 35... ça arrive. Oui. Donc, c'est pour ça. Ils l'ont appelé le cryodracon boreas, ça veut dire le dragon gelé des vents du Nord. Puis c'est ça. Il était de la même taille que le Quetzalcoatlus, donc on dit environ 10 mètres d'envergure. Mais je suis encore en train de collaborer avec un collègue pour montrer qu'il y avait des différences sur le mode de vol de cet animal-là. Il était différent du Quetzalcoatlus. Donc, ça nous dit que tous ces animaux-là ne faisaient pas exactement la même chose. Il y avait réellement des différences écologiques entre ces animaux-là. Par exemple, le Quetzalcoatlus semble être un animal qui plutôt planait,
Ouais. Tandis que le Cryodracon, c'était réellement un animal qui avait plus de puissance pour se catapulter avec ses membres antérieurs pour s'envoler. Donc, ça nous dit qu'il y avait des différences entre Quand même. ces animaux-là qui n'étaient pas toutes exactement Ouais. des copies conformes l'une de l'autre. Puis ça varie en fonction de l'environnement aussi, Exactement. la niche écologique qu'ils ont dans ce moment-là aussi. Incroyable. Puis est-ce qu'on a Exactement. plusieurs spécimens de cryodracon ou c'est vraiment un seul qu'on a en ce moment? On a juste un. Malheureusement, ici en Alberta, c'est ça, les os de ptérosaures sont extrêmement fragiles, encore plus fragiles que ceux de De juvénile? dinosaures carnivores parce que leurs os sont extrêmement creux. L'épaisseur de l'os est juste de 1 à 2 mm. OK. Donc, c'est réellement très, très, très mince. Donc, la seule façon de les préserver, c'est si il y a de la roche, du sédiment qui réussit à s'infiltrer à l'intérieur de l'os pour garder sa forme de sorte que quand il est enseveli, il ne sera pas écrasé et détruit. Donc, c'est ça, des os de ptérosaures. On en a quelques-uns d'à peu près toutes les époques géologiques de la fin du Crétacé ici, mais de dire qu'on a réellement, à part des os isolés, avoir une partie du squelette qui est suffisante pour pouvoir nommer une espèce. Encore, les meilleurs spécimens, c'est ce qu'on appelle l'holotype. C'est le spécimen de référence pour le cryodracon, où on a des os d'une aile, puis on a un os, le tibia de la jambe, du bas de la jambe, et puis quelques autres os isolés. Donc, à date, c'est encore le meilleur spécimen de ptérosaure qu'on a jamais découvert au Canada. C'est Mais très encore cool. une fois, ça peut changer cet Ça peut été. changer, exactement. Puis pour vous d'ailleurs, pour conclure là, par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des gros projets qui s'en viennent dans les prochaines années, que ce soit avec le musée ou vous personnellement? Ah oui, bien ici, j'ai la chance d'être, c'est ça, le musée réellement supporte la recherche. Ça fait partie de notre mandat, c'est d'aller sur le terrain et de faire de nouvelles découvertes et de les ramener au musée. Alors, c'est ça, cet été, j'ai déjà des fouilles de prévues, excusez, des sites qu'on a découverts l'année passée. Par exemple, on a des os d'un très gros cératopsien. On pense la taille du Triceratops qui a été OK. découvert, qu'on veut aller dégager. J'ai un lit fossilifère, c'est-à-dire une couche de roche qui contient des individus, des os de plusieurs individus d'un dinosaure à cornes, probablement un troupeau. On a commencé les fouilles en 2013 et qu'on continue à creuser à chaque année en espérant en trouver des spécimens plus complets. On a même des os de bébés dinosaures à cornes là. Donc, Ah j'aimerais bien ouais. pouvoir trouver un squelette de bébés cératopsiens dans ce site-là. Donc, j'y retourne à chaque année. Et puis encore un site plus au sud, il y a un site où on préserve des... C'est un site de ponte où il y a beaucoup de nids de dinosaures qui ont été ensevelis là, qui ont été découverts. Donc, il y a un nouveau site. Je visitais le site l'année dernière et puis le guide là-bas m'avait montré ça, juste le début d'un nid qui commence juste à apparaître à la surface. Donc, j'aimerais bien pouvoir aller le dégager parce qu'un grand nombre de ces nids-là préservent des embryons de dinosaures avec de canards à l'intérieur. Donc, j'aimerais ça aller ramasser ce nid-là et puis pouvoir déterminer si on a encore affaire à des embryons. Ah, mais c'est super ça. Puis juste, dernière petite question comme ça. Vous parliez de sites que vous allez revisiter, puis ainsi de suite. Tu sais, ça peut arriver, je me doute que, admettons, vous commencez à déterrer un site, puis que ce soit question intempérie ou quoi que ce soit, vous pouvez pas continuer. Est-ce qu'il y a moyen pour vous de couvrir ces sites-là le temps que vous retourniez sur le site par la suite? Oui, oui, ben c'est ça, ça arrive à la fin de chaque saison. Vers la fin août, c'est là qu'on se met réellement à fermer nos grosses carrières parce que l'hiver en Alberta peut arriver n'importe quand. Peut Ouais. arriver le 1er septembre ou bien ça peut arriver juste au mois de décembre. Cette année, on était chanceux. L'hiver est arrivé juste au mois de décembre et puis ça a été le printemps depuis le Nouvel An. Donc, je pourrais aller faire des fouilles aujourd'hui si ça me tentait, mais il faut être un petit peu raisonnable Moi, c'est et ça faire un peu exactement. de recherche. Mais c'est ça, quand on a un site, c'est ça. Bien des fois, ça peut être des différentes raisons. Soit ça peut être la saison est terminée, donc il faut fermer le site. Les intempéries, il faut fermer le site. Ou bien peut-être qu'il y a une autre priorité. On continue à fouiller là, mais on trouve un autre site ailleurs qui est plus intéressant. Donc, on va changer, on va abandonner ce site-là temporairement, peut-être pour quelques années, et puis revenir plus tard quand on va avoir le temps. Alors là, ça dépend toujours de, c'est ça, c'est le site, il faut évaluer combien de temps le site va être mis en stand-by, va être mis en attente, et puis est-ce qu'il est proche de sites publics
où des gens pourraient, en se promenant dans les Badlands, Ouais. le découvrir. Donc, si on sait que c'est pour un certain bout de temps, si on va réellement ce qu'on appelle fermer la carrière, c'est-à-dire le couvrir avec une toile, puis tout s'assurer que le site est réellement couvert. C'est juste pour une saison, on veut juste le couvrir d'une toile, puis s'assurer qu'il n'y a pas d'espace pour que le vent soulève la toile et que le site soit réellement protégé des intempéries pendant l'hiver, la neige, la pluie, ta. Mais si le site est proche d'un lieu public où des gens pourraient le découvrir, on comprend que les gens sont curieux, ils trouvent ça, ils disent Hey, il doit y avoir un squelette de dinosaure. Alors, ils se mettent à soulever les toiles pour Ouais. voir ce qu'il y a en dessous. Et puis, soit ils décident d'amener un souvenir, de briser un os, de le ramener, ou bien ils font juste le recouvrir, mais pas aussi bien que ce que nous, on avait couvert. Donc, ça laisse le site à risque que Ouais. les intempéries peuvent venir endommager le site. Alors là, c'est possible qu'on réenterre le site. On va le couvrir d'une toile, et là, on va se mettre à le renterrer avec des débris de roches ou de la terre pour réellement le camoufler de sorte que ça a juste l'air d'une colline, qu'il n'y ait pas d'évidence, qu'il y ait une fouille à cet endroit-là. Donc, habituellement, c'est comme ça qu'on va protéger les sites à plus ou moins longue échéance. Bon, ben au moins, ça vous donne une certaine chance que personne aille, comme vous dites, fouiller là, le temps que vous reveniez de Exactement. la saison. Fabuleux. Ben, gros merci à vous, Monsieur Terrien. C'est super apprécié. Je Ça vais va vous faire inviter à rester plaisir. avec moi, puis je vais conclure juste 2 minutes avec la communauté. Je vous en reviens dans 2 petits instants. C'est bien, Gros merci. merci à vous.